Chapitre 31. Dès les premières lueurs de l'aube, Huck gravit à tâtons la colline et vint frapper doucement à la porte du gallois. Les occupants de la ferme, émus par les événements de la nuit, ne dormaient que d'un œil. « Qui est là » cria-t-on d'une fenêtre. « Ouvrez-moi » répondit le gamin d'une voix tremblante. « Ce n'est que moi, Huck Finn. »« Sois le bienvenu, mon garçon. Cette porte te sera désormais ouverte jour et nuit. » C'était bien la première fois que le petit vagabond recevait un tel accueil. Il se sentit tout réconforté. Une clé tourna dans la serrure, la porte s'ouvrit et il entra. On le fit asseoir. Le gallois et ses fils s'habillèrent en un tournement. « J'espère que tu as faim, mon garçon, » dit le vieil homme. « Le petit déjeuner sera prêt dès que le soleil sera levé. Tu tâcheras d'y faire honneur. Mes fils et moi, nous espérions que tu aurais couché ici cette nuit, mais nous ne t'avons pas retrouvé. »« J'étais mort de peur, » avoua Huck, « et je me suis sauvé quand j'ai entendu le coup de feu. J'ai couru pendant près de 5 kilomètres sans m'arrêter. Je suis revenu parce que je voudrais bien savoir ce qui est arrivé. Et si vous me voyez au petit jour, c'est parce que je ne tiens pas du tout à rencontrer les 2 démons, même s'ils sont morts. »« Mon pauvre gosse, tu m'as tout l'air d'avoir passé une bien mauvaise nuit. Mais j'ai un lit pour toi. Tu iras te coucher dès que tu auras mangé. » »« Hélas, non, les diables ne sont pas morts. Nous le regrettons joliment, je t'assure. Grâce à tes descriptions, nous savions pourtant bien où les dénicher. Nous nous sommes avancés sur la pointe des pieds. Nous étions à 10 mètres d'eux. Il faisait noir comme dans un four. Personne ne pouvait nous voir. Tout à coup, j'ai été pris d'une terrible envie d'éternuer. Quelle malchance! J'ai voulu me retenir, mais rien à faire. Il a fallu que ça sorte. J'ai entendu les branches remuer, les 2 lascars fichaient le camp. Comme j'étais en tête avec mon fusil, j'ai dit à mes fils de faire comme moi, et j'ai tiré dans la direction du bruit. On les entendait courir. On a couru après eux à travers bois en tirant quelques cartouches au jugé. Mais je suis bien sûr que nous ne les avons pas touchés. Ils ont tiré 2 balles sur nous en s'enfuyant. Dieu merci, ils nous ont ratés. Dès que nous ne les avons plus entendus, nous avons cessé de les poursuivre et nous sommes allés tout de suite prévenir les policiers. Ils sont partis monter la garde au bord de la rivière et sitôt qu'il fera grand jour, le shérif rassemblera des volontaires et organisera une battue. Mes fils y prendront part. Je voudrais bien savoir comment sont faits ces animaux-là. Ça faciliterait rudement les recherches. Mais tu ne peux pas nous donner leur signalement, je suppose. Il faisait trop noir cette nuit. Si, je peux vous les décrire. Je les ai vus au village et je les suis suivis jusque par ici. C'est merveilleux. Vas-y, mon petit. À quoi est-ce qu'ils ressemblent? L'un d'eux, c'est le vieux sourd et muet espagnol qui est venu rôder 2 ou 3 fois dans le pays. L'autre, c'est un type mal rasé, déguenillé et... Ça suffit, mon garçon. Nous les connaissons. Nous les avons surpris un jour dans les bois derrière la maison de la veuve. Ils ont décampé en nous voyant. Allez vite, mes gars. Courez prévenir le shérif. Vous prendrez votre petit déjeuner demain. Les fils du gallois partirent aussitôt. Comme ils franchissaient le seuil, Huck se dressa d'un bond et s'écria « Surtout, ne dites à personne que c'est moi qui ai découvert leur piste, je vous en supplie. »« Nous ne dirons rien, Huck, puisque tu le demandes, mais c'est dommage de ne pas pouvoir raconter tes exploits. Non, je vous en prie, ne dites rien. » Lorsque les jeunes hommes se furent éloignés, le vieil homme déclara « Ils ne diront rien, moi non plus. Mais pourquoi ne veux-tu pas qu'on sache ce que tu as fait ?» Huck se contenta d'expliquer que l'un des 2 hommes le tuerait certainement s'il apprenait qui avait lancé les Gallois et les policiers à sa poursuite. « Mais enfin, mon garçon, comment as-tu eu l'idée de suivre ces individus-là » demanda le vieillard. La question était gênante, et Huck réfléchit avant de répondre. « Voilà, dit-il, je ne mène pas une vie bien gaie, et à force d'y penser et de chercher un moyen de m'en tirer, ça m'empêche quelquefois de dormir. Hier soir, je n'arrivais pas à fermer l'œil. Alors je suis allé faire un tour. En passant devant la vieille briqueterie à côté de la taverne, je me suis arrêté et je me suis adossé au mur pour penser plus à mon aise. À ce moment, les 2 types sont passés tout près de moi. L'un d'eux portait une espèce de caisse sous le bras, et je me suis tout de suite dit qu'il avait dû la voler. Il fumait un cigare. Son camarade lui a demandé du feu. La braise de leur cigare leur a éclairé le visage, et j'ai reconnu le sourd muet espagnol à ses favoris blancs. J'ai vu que l'autre était tout couvert de guenilles.
Quoi? Tu as pu voir ces guenilles à la lueur de son cigare? Huck parut déconcerté. Je ne sais pas, enfin, j'ai eu cette impression. Alors, ils ont continué leur chemin, et toi? Moi, je les ai suivis, oui, c'est ça. Je voulais voir ce qu'ils allaient faire. Je les ai suivis jusqu'à l'entrée de la propriété de la veuve. Ils se sont arrêtés dans le noir, et j'ai entendu l'Espagnol dire à son camarade qu'il voulait défigurer la veuve et que... Hein? C'est le sourd-muet qui a dit tout cela? Huck venait de commettre une énorme bêtise. Il faisait tout pour que le vieux Gallois ne sache pas qui était l'Espagnol, et plus il parlait, plus il s'enfermait, plus il s'enferrait et accumulait les bourdes. « N'aie pas peur, mon garçon, lui dit le vieillard. Avec moi tu ne crains rien. Je m'en voudrais de toucher à un seul de tes cheveux. Je te protégerai. Compte sur moi. Cet Espagnol n'est donc ni muet ni sourd. Tu l'as dit malgré toi. Tu ne peux pas revenir là-dessus maintenant. Bon, tu en sais davantage sur cet Espagnol que tu n'en as l'air. Allons, aie confiance en moi. Parle, je ne te trahirai pas. » Huck regarda le Gallois. Son visage respirait l'honnêteté. Il s'approcha de lui et lui glissa dans l'oreille. « Ce n'est pas un Espagnol, c'est Joe l'Indien. » Le vieillard se leva comme s'il avait été mordu par un serpent. « Ça explique tout, fit-il. Quand tu m'as parlé de narines fendues et d'oreilles coupées, j'ai cru que tu inventais, parce que les Blancs ne pensent pas à des vengeances de ce genre. Mais un Indien, c'est différent. » La conversation se poursuivit pendant le petit déjeuner, et le Gallois raconta qu'avant d'aller se coucher, ses fils et lui avaient pris une lanterne et étaient allés examiner le sol auprès de l'allée pour voir s'il n'y avait pas de traces de sang. Ils n'en avaient pas trouvé, mais ils avaient découvert un gros sac contenant des... « Des quoi ?» s'exclama Huck, les lèvres tremblantes. Le souffle coupé, les yeux écarquillés, il attendit la réponse. Le Gallois, stupéfait, le regarda à son tour. 1, puis 3, puis 5 secondes passèrent. Enfin, le vieillard répondit. « Un sac contenant des outils de cambrioleur. » Huck poussa un soupir de soulagement. « Oui, un attirail de cambrioleur, » répéta le Gallois sans quitter Huck des yeux. « Ça m'a l'air de te faire plaisir, ce que je te dis là. Pourquoi as-tu fait une tête pareille tout à l'heure? Que croyais-tu que nous avions trouvé dans ce sac ?» Huck était au pied du mur. Il eût donné n'importe quoi pour pouvoir inventer une explication plausible. Mais rien ne lui venait à l'esprit, et le Gallois le regardait toujours dans le blanc des yeux. Alors, le pauvre garçon aux abois sauta sur la première idée venue. « Des livres de prière, peut-être » risqua-t-il d'une voix blanche. Le pauvre Huck était trop désespéré pour vouloir plaisanter, mais le vieil homme donna libre cours à son hilarité et déclara qu'une pareille rigolade valait tous les médicaments du monde. « Mon pauvre enfant, » ajouta-t-il, « te voilà tout pâle et épuisé. Tu ne dois pas être dans ton assiette. Il y a de quoi d'ailleurs. Allons, après un bon somme, il n'y paraîtra plus. » Huck était furieux contre lui-même de s'être trahi aussi bêtement. D'un autre côté, il était ravi de penser que le paquet emporté par Joe l'Indien et son complice n'était pas le trésor, comme il l'avait cru tout d'abord, mais un vulgaire sac contenant un attirail de cambrioleur. Le coffre aux dollars devait donc être resté au numéro 2, et ce serait l'enfance de l'art de s'en emparer le soir même, car à cette heure-là, Joe et son compagnon auraient été arrêtés par les gendarmes et jetés en prison. À peine le petit déjeuner terminé, on entendit frapper à la porte. Huck alla se cacher dans un coin. Il n'avait aucune envie d'être mêlé de près ou de loin aux événements de la nuit. Le Gallois ouvrit et fit entrer plusieurs messieurs et plusieurs dames, parmi lesquels la veuve Douglas. Du pas de sa porte, il aperçut des groupes de villageois qui prenaient le chemin de la colline pour aller se rendre compte sur place de ce qui s'était passé. Bien entendu, la nouvelle s'était répandue dans tout le pays. Le Gallois fut obligé de retracer à ses visiteurs les péripéties de la nuit. La veuve Douglas lui exprima très spontanément sa gratitude. « N'en parlons plus, madame, » fit le vieux. « Il y a quelqu'un à qui vous devez beaucoup plus que de reconnaissance qu'à mes fils ou à moi. Malheureusement, cette personne ne m'a pas permis de révéler son nom. Sans elle,
nous ne serions pas arrivés à temps. Comme il fallait s'y attendre, cette déclaration excita une telle curiosité qu'on finit par en oublier le drap lui-même. Cependant, le vieil homme tint bon et refusa de livrer son secret. Voyant qu'il n'avait rien à faire pour obtenir d'autres précisions du Gallois, la veuve Douglas changea de sujet de conversation. « Pourquoi ne m'avez-vous pas réveillée » demanda-t-elle. « Je m'étais endormie sur mon livre, sans éteindre la lumière, et je n'ai rien entendu, malgré le bruit que vous avez dû faire. »« Nous avons pensé que ce n'était pas la peine. À quoi bon vous effrayer ? Les 2 bandits étaient partis, et ils n'avaient sans doute pas l'intention de revenir. Mais 3 nègres ont monté la garde autour de votre maison tout le restant de la nuit. Ils sont rentrés il y a un instant. » De nouveaux visiteurs vinrent à la ferme, et le Gallois fut obligé de répéter son histoire un certain nombre de fois. C'était dimanche. Pendant les vacances, il n'y avait pas d'école avant le service religieux, mais tout le monde se rendit de bonne heure à l'église. On ne parlait que de l'événement, et l'on s'étonnait que les 2 bandits n'eussent pas encore été arrêtés. Après le sermon, comme la foule se dispersait, Madame Thatcher s'approcha de Madame Harper. « Est-ce que ma petite Becky va passer sa journée au lit ?» lui demanda-t-elle. « Elle doit être morte de fatigue. »« Votre petite Becky ? Mais oui. N'a-t-elle donc pas passé la nuit chez vous ? » ?»« Non. » Madame Thatcher pâlit et s'assit sur un banc, juste au moment où passait tante Polly. « Bonjour, Madame Thatcher, bonjour, Madame Harper, » dit la vieille dame. « Figurez-vous que mon garçon n'est pas rentré. Je pense qu'il a couché chez l'une d'entre vous cette nuit. » Madame Thatcher fit non de la tête et pâlit davantage. « Il n'a pas couché à la maison, » déclara Madame Harper, qui commençait à se sentir mal à l'aise. L'anxiété se peignit sur les traits de tante Polly. « Joe Harper, fit-elle, as-tu vu Tom ce matin ?»« Non, madame. »« Quand l'as-tu aperçu pour la dernière fois ?» Joe essaya de se rappeler, mais il n'y parvint pas. Maintenant, les gens s'arrêtaient et entouraient le banc où Madame Thatcher s'était assise. D'autres personnes revenaient sur leurs pas pour voir ce qui se passait. Des murmures couraient dans l'assistance. On interrogeait les enfants, on posait des questions aux jeunes professeurs qui avaient pris part à l'expédition de la veille. Tous reconnurent qu'ils n'avaient vu ni Becky ni Tom sur le bac. D'ailleurs, personne n'avait songé à se demander s'il y avait des manquants. Un jeune homme émit l'idée que Tom et Becky étaient peut-être restés dans la grotte. Madame Thatcher s'évanouit. Tante Polly fondit en larmes et se tordit les mains. L'alarme donnée, la nouvelle courut de bouche en bouche, de groupe en groupe, de maison en maison. Au bout de 5 minutes, le tocsin sonnait et le village entier était sens dessus dessous. Oubliez l'incident nocturne de la colline de Cardiff. Oubliez les voleurs. On sella les chevaux, on sauta dans les barques, on prévint le capitaine du bac d'avoir à appareiller séance tenante. Au bout d'une demi-heure, 200 hommes se ruaient, par des moyens divers, du côté de la grotte MacDougall. Pendant tout l'après-midi, le village sembla vide et mort. De nombreuses femmes rendirent visite à tante Polly et à Madame Thatcher, et tentèrent de les réconforter. Elles pleurèrent avec elles, ce qui valait mieux que des paroles. Toute la nuit, le village attendit des nouvelles. À l'aube, la consigne circula de rue en rue. « Envoyez d'autres chandelles, envoyez d'autres provisions !» Madame Thatcher et tante Polly étaient à peu moitié folles de douleur. Le juge Thatcher eut beau leur envoyer des messages optimistes de la grotte, il ne réussit pas à les rassurer. Le vieux Gallois rentra chez lui au petit matin, couvert de taches de suif et d'argile. Il trouva Huck couché dans le lit qu'il avait mis à sa disposition. Le gamin avait de la fièvre et délirait. Comme tous les médecins étaient à la grotte, la veuve Douglas vint soigner le malade. Elle déclara que Huck pouvait être ce qu'il voulait, mais qu'il n'en restait pas moins une créature du bon Dieu, et qu'elle se dévouerait à lui de toute son âme, qu'il fût bon ou méchant. Le Gallois lui dit que Huck avait ses bons côtés. La veuve abonda dans son sens. « Vous pouvez en être sûr, c'est la marque du Seigneur. Il ne l'oublie jamais et la met sur toute créature qui sort de ses mains. » Tôt le matin, des hommes exténués commencèrent à revenir au village. Les plus robustes étaient restés à la grotte. Ceux qui rentraient chez eux n'avaient pas grand-chose à raconter.
Toute la partie connue de la grotte avait été fouillée de fond en comble, et les recherches continuaient. Dans toutes les galeries, au bord de chaque crevasse, on apercevait la chandelle d'un sauveteur. À chaque instant, on entendait lancer un appel ou tirer un coup de pistolet. Dans un couloir, souvent fréquenté par les touristes, on avait trouvé sur la paroi les mots « Becky et Tom » tracés avec la fumée d'une chandelle, et tout près sur le sol un bout de ruban. Madame Thatcher reconnut ce ruban et éclata en sanglots. Elle dit que ce serait la dernière relique qu'elle aurait de son enfant. 3 journées effroyables passèrent ainsi, et le village peu à peu sombra dans le désespoir. Les gens n'avaient plus aucun goût à l'existence. Malgré l'importance du fait, on ne s'occupa guère de la découverte d'un débit clandestin à la taverne, où Tom avait vu Joe vautrer sur le sol. Dans un intervalle de lucidité, Huck demanda à la veuve Douglas si, par hasard, on n'avait rien découvert là-bas. Le cœur battant, il attendit la réponse. « Si », fit l'excellente dame. Huck se dressa sur son séant, une expression de terreur dans le regard. « Qu'est-ce qu'on a trouvé ?»« De l'alcool, et l'on a fermé l'auberge. Recouche-toi, mon enfant, tu m'en donnes des émotions. »« Dites-moi encore une chose, rien qu'une seule, murmura Huck. Est-ce Tom Sawyer qui a découvert cela ?» La veuve Douglas éclata en sanglots. « Tais-toi, mon enfant, tais-toi. Je t'ai déjà dit qu'il ne faut pas parler. Tu es très très malade. » Alors on n'avait trouvé que de l'alcool. Si l'on avait trouvé autre chose, quel charivari! Le trésor n'était donc plus là. Il était perdu, irrémédiablement perdu. Au fait, pourquoi la veuve pleurait-elle? Oui, pourquoi? Ces pensées s'agitèrent confusément dans l'esprit de Huck, qui, sous l'effet de la fatigue, ne tarda pas à s'assoupir. Allons, il dort, le pauvre petit. Tom Sawyer, découvrir de l'alcool à la taverne, en voilà une idée. Ah, si seulement on pouvait retrouver ce malheureux Tom. Mais, hélas, les gens n'ont plus beaucoup d'espoir, ni de force pour continuer à le chercher. Chapitre 32. Revenons maintenant à Tom et à Becky, que nous avions laissés à l'entrée de la grotte. Mêlés au reste de la bande joyeuse, ils visitèrent en détail les célèbres merveilles cachées au flanc de la falaise et pompeusement appelées le grand salon, la cathédrale, le palais d'Aladin. Bientôt, la partie de cache-cache commença. Tom et Becky s'y abandonnèrent de toute leur âme jusqu'à ce que le jeu finît par les lasser. Alors, tenant leurs chandelles au-dessus de leur tête, déchiffrant les noms, les dates, les adresses et les devises écrites à la fumée contre les parois, ils s'engagèrent dans un couloir sinueux. Marchant et bavardant, ils remarquèrent à peine qu'ils se trouvaient désormais dans une partie de la grotte dont les murs ne portaient plus de graffitis. Ils tracèrent leur propre nom sur une pierre en saillie et poursuivirent leur chemin. Ils arrivèrent à un endroit où un petit ruisseau franchissant un barrage avait entraîné pendant des siècles et des siècles des sédiments calcaires et formé une chute du Niagara en miniature dont les eaux pétrifiées scintillaient lorsqu'elles recevaient de la lumière. Tom se glissa derrière la cascade et l'illumina, à la plus grande joie de sa compagne. Il s'aperçut que le barrage dissimulait une sorte d'escalier naturel, à pente très raide, et aussitôt il conçut l'ambition de se muer en explorateur. Becky partagea son désir, et après avoir laissé une marque à l'entrée de l'escalier, ils se lancèrent dans l'inconnu. Ils se faufilèrent ainsi dans les profondeurs secrètes de la grotte, et laissant derrière eux un nouveau point de repère, ils poursuivirent leurs investigations. Un étroit passage latéral les amena dans une large caverne, dont la voûte s'ornait d'une multitude de stalactites scintillantes. Ils en firent le tour, en admirant ses beautés, et quittèrent la caverne par l'un des innombrables couloirs qui y débouchaient. Une seconde caverne, plus vaste que la première, s'offrit à leurs yeux émerveillés. Au centre jaillissait une source qu'entourait un bassin cristallin. De gigantesques stalactites et stalagmites, que le temps avait jointes, servaient de support à la voûte. Sous celle-ci, des chauves-souris par centaines avaient élu domicile. La lumière des chandelles les arracha à leur quiétude, et, poussant de petits cris, battant furieusement des ailes, elles fondirent sur les enfants. Tom n'ignorait pas les dangers d'une telle attaque. Il saisit Becky par la main et l'entraîna dans le premier couloir qui se présenta. Il était temps,
car déjà une chauve-souris avait éteint d'un coup d'aile la chandelle de la petite. Les chauves-souris pourchassèrent les fuyards pendant un certain temps, et les obligèrent à accumuler les tours et les détours pour se soustraire à leur fureur. Bientôt, Tom découvrit un lac souterrain dont les contours imprévus se perdaient dans l'obscurité environnante. Le jeune garçon voulut en explorer la rive, mais il se ravisa et décida qu'il valait mieux s'asseoir un instant pour se reposer. Alors, pour la première fois, le profond silence de la grotte exerça son effet déprimant sur l'âme des deux enfants. « Je n'ai pas fait très attention, dit Becky, mais il me semble que nous n'avons pas entendu les autres depuis bien longtemps. Nous nous sommes enfoncés dans la grotte et d'ici il est impossible de les entendre. D'ailleurs, j'ignore absolument dans quelle direction ils se trouvent maintenant. » Becky commençait à s'inquiéter. « Je me demande depuis combien de temps nous les avons quittés. Nous ferions mieux d'aller les retrouver. »« Oui, je crois que tu as raison. Tu reconnaîtras le chemin, Tom ? » ?»« Certainement, mais il y a les chauves-souris. Si jamais elles éteignent nos chandelles, ce sera une catastrophe. Tâchons de découvrir un autre parcours pour les éviter. »« Oui, à condition de ne pas nous perdre. Ce serait épouvantable. » Et à cette pensée, Becky ne put réprimer un frisson. Le garçon et la fillette s'engagèrent dans un long couloir qu'ils suivirent en silence, examinant chaque crevasse, chaque allée latérale pour voir s'ils ne la reconnaissaient pas. Chaque fois, Becky guettait un signe d'encouragement sur le visage de Tom, et chaque fois celui-ci déclarait d'un ton optimiste « Ça va, ce n'est pas encore le bon couloir, mais nous n'en sommes pas loin. » Cependant, à mesure qu'il avançait, Tom sentait le découragement s'emparer de lui. Les couloirs succédaient aux couloirs. Tom s'y engageait, rebroussait chemin et ne cessait de répéter « Ça va » avec de moins en moins de conviction. Becky ne le quittait pas d'une semelle et s'efforçait en vain de refouler ses larmes. « Oh, Tom » finit-elle par dire. « Tant pis pour les chauves-souris, revenons par la caverne, sans quoi nous allons nous perdre pour de bon. » Tom s'arrêta. « Écoute, » fit-il. Le silence était impressionnant, bouleversant. Tom lança un appel. L'écho lui répondit et alla se perdre au fond des couloirs obscurs en une cascade de ricanements moqueurs. « Oh, ne recommence pas, Tom, » supplia Becky. « C'est horrible. » « Peut-être, Becky, mais ce serait un moyen d'attirer l'attention de nos camarades. » Ce « serait » était encore plus terrible à entendre que l'écho fantôme. Il traduisait trop bien l'affaiblissement de leurs derniers espoirs. Tom recommença. En dehors de l'écho, aucune voix ne lui répondit. Entraînant Becky, il revint sur ses pas, et au bout d'un moment, la petite, horrifiée, s'aperçut qu'il hésitait et allait tout simplement à l'aventure. « Tom, mais tu n'as laissé aucune marque derrière nous !»« Becky, c'est de la folie, j'aurais dû penser à cela. Maintenant, je ne peux plus retrouver mon chemin, je ne sais plus où je suis. »« Tom, nous sommes perdus, nous ne pourrons plus jamais sortir de cette terrible grotte. Oh, pourquoi avons-nous quitté les autres ?» Becky s'allongea par terre et fut secouée de sanglots si violents que Tom, épouvanté, crut qu'elle allait mourir ou perdre la raison. Il s'assit à côté d'elle et la prit dans ses bras. Elle blottit sa tête dans le creux de son épaule, se cramponna à lui, confia tout haut ses erreurs et ses regrets inutiles, et l'écho répétait chacun de ses mots comme s'il avait voulu se moquer d'elle. Tom la supplia de reprendre espoir, mais elle déclara que tout était fini. Alors, il changea de tactique. Il s'accusa en termes violents d'avoir entraîné Becky dans une telle situation. Cette méthode eut plus de succès. Becky promit de ne pas se laisser aller et de suivre Tom où il voudrait, à condition qu'il ne se traitât plus comme il venait de le faire. Alors ils se remirent à errer à l'aventure, marchant, car c'était là tout ce qu'il leur restait à faire. Pendant un court instant, l'espoir parut renaître, sans raison, simplement parce que c'est dans sa nature de se remettre en marche, quand le sort n'a pas été brisé par l'âge ou les échecs répétés. Bientôt Tom souffla la chandelle de sa compagne. Ce geste était significatif et se passait de mots. Becky comprit et son espoir retomba. Elle savait que Tom avait une chandelle entière et 2 ou 3 morceaux dans ses poches. Pourtant, il fallait économiser. Puis la fatigue se fit sentir, mais les enfants ne voulaient pas s'arrêter, comme si la mort, qui rôdait, eût guetté ce moment-là pour fondre sur eux. Pourtant, les frêles jambes de Becky refusèrent de la porter davantage. La petite s'assit et Tom l'imita.
Ils se mirent à parler de leur maison, de leurs amis, de lits confortables et surtout de la lumière. Becky pleurait et Tom s'efforçait de la consoler, mais tous les mots qu'il trouvait sonnaient à ses oreilles comme de sinistres railleries. Becky était si lasse qu'elle finit par s'endormir. Tom lui en fut reconnaissant. Il regarda son joli visage se détendre peu à peu sous l'effet d'un rêve agréable. Un sourire erra sur les lèvres de son ami. Il se sentit réconforté à cette vue. Ses pensées s'évadèrent alors vers le passé, un passé qui se perdait dans des souvenirs désormais vagues et indistincts. Tandis qu'il était plongé dans sa rêverie, Becky s'éveilla avec un petit rire léger qui se figea vite sur ses lèvres et fut suivi d'un gémissement. « Je m'en veux d'avoir pu dormir !» s'écria-t-elle, « et pourtant j'aurais voulu ne jamais me réveiller. »« Ne dis pas cela, Becky, il ne faut pas désespérer, tu es reposée maintenant. Essayons de retrouver notre chemin. »« Je veux bien, Tom, mais j'ai vu un si beau pays dans mon rêve. C'est là que nous allons, n'est-ce pas ? » ?»« Peut-être, Becky, peut-être. Allons, courage, il faut continuer. » Ils se levèrent et, la main dans la main, se remirent en route. Ils avaient l'impression d'avoir passé des semaines et des semaines dans la grotte, et pourtant c'était impossible, puisque leurs chandelles n'étaient pas toutes usées. Longtemps après, mais ils avaient perdu la notion du temps, Tom demanda à Becky de faire le moins de bruit possible en marchant, et d'écouter, elle aussi, afin de surprendre éventuellement le murmure d'une source. Quelques minutes plus tard, ils en trouvèrent effectivement une. Les deux enfants étaient morts de fatigue, mais Becky voulait avancer quand même. Elle fut très surprise d'entendre Tom s'opposer à son désir. Tom l'obligea à s'asseoir et, avec une poignée d'argile, fixa sa chandelle contre la paroi rocheuse. « Tom, j'ai si faim !» dit Becky au bout d'un moment. Tom sortit quelque chose de sa poche. « Te rappelles-tu ceci ?» demanda-t-il. « Oui, c'est notre gâteau de mariage, » répondit-elle avec un pauvre sourire. « C'est exact, et je regrette drôlement qu'il ne soit pas gros comme une barrique. C'est tout ce que nous avons à manger. »« Tu te rappelles, c'est moi qui te l'ai donné pendant le pique-nique. J'aurais tant aimé que nous le gardions comme souvenir. Toutes les grandes personnes qui se marient font cela. Mais pour nous, ce gâteau sera notre. Becky ne continua pas sa phrase. Tom partagea le gâteau en deux. Becky y mordit à belles dents, Tom grignota sa moitié. Ensuite, les deux enfants se désaltérèrent à la source. Un peu réconforté, Becky voulut se remettre en route. Tom ne répondit rien tout d'abord, puis il demanda « Becky, j'ai quelque chose de très sérieux à te dire. Auras-tu le courage de m'écouter ?» Becky pâlit, mais pria Tom d'exprimer sa pensée. « Eh bien voilà, Becky, il nous faut rester ici, où nous avons de l'eau. Songe que nous n'avons plus que ce petit bout de chandelle pour nous éclairer. » Becky éclata en sanglots. « Tom !» murmura-t-elle d'un ton déchirant. « Oui. Nos amis vont se rendre compte que nous avons disparu et se mettre à notre recherche. Mais oui, sûrement. Ils doivent même être en train de nous chercher en ce moment. Probablement, en tout cas je l'espère. Quand se seront-ils aperçus de notre absence, Tom ? En remontant sur le bateau, je pense. Mais Tom, ils n'ont pas dû arriver au bateau avant la nuit, et ils n'ont peut-être pas remarqué que nous n'étions pas là. Je n'en sais rien. N'importe comment, ta mère verra bien que tu n'es pas rentré. » L'expression terrifiée de Becky fit comprendre à Tom qu'il venait de commettre une sottise. Becky ne devait pas coucher chez elle ce soir-là. Monsieur et madame Thatcher risquaient de ne s'apercevoir de l'absence de Becky que le dimanche après-midi quand ils sauraient que leur fille n'était pas chez madame Harper. Les enfants se turent et regardèrent brûler la chandelle. Bientôt la mèche grésilla, vacilla, fuma et s'éteignit, faute de suif. Alors régna l'obscurité totale dans toute son horreur. Combien de temps Becky dormit-elle, pelotonnée dans les bras de Tom avant de se réveiller en larmes ? Les enfants eussent été incapables de le dire. Ils comprirent seulement qu'après un temps infini, ils s'éveillaient tous deux d'un sommeil hébété pour retrouver leur malheur inchangé. Tom essaya de faire parler Becky, mais elle était submergée par le chagrin et elle avait perdu tout espoir. Il lui dit que tout le monde devait être à leur recherche et qu'on allait les retrouver d'un moment à l'autre. Il se leva et, les mains en porte-voix,
lança un appel rendu si lugubre par le silence et les ténèbres qu'il n'osa pas recommencer. Becky était inconsolable. Les heures s'écoulaient avec une lenteur désespérante. Les enfants mouraient de faim. Tom n'avait mangé que la moitié de son gâteau. Il partagea le reste avec Becky, ce qui ne fit qu'augmenter leurs fringales. Tout à coup, Tom saisit sa compagne par le bras. « Chut !» murmura-t-il. « Entends-tu » Ils retinrent leur souffle et écoutèrent. Quelque part dans l'obscurité, on distinguait de temps en temps un cri à peine perceptible. Tom, à son tour, cria de toutes ses forces, prit Becky par la main et l'entraîna à tâtons dans la direction d'où venait cet appel. Il s'arrêta pour écouter encore. Le cri monta, plus rapproché cette fois. « Ils sont là, ils arrivent !» s'exclama Tom. « Viens, Becky, nous sommes sauvés !» La joie des captifs était presque trop forte pour eux. Ils auraient voulu courir, mais ils n'y voyaient pas, et le sol était semé d'embûches. Ils arrivèrent au bord d'une crevasse qui barrait le couloir. Était-elle profonde? Pouvait-on la franchir d'une seule enjambée? À plat ventre, Tom essaya d'atteindre le bord opposé de la faille. Impossible. Becky et lui étaient condamnés à attendre que les sauveteurs vinssent de leur côté. On entendait encore appeler, mais la voix se faisait de moins en moins distincte. Finalement, on n'entendit plus rien. Tom hurlait à plein poumon. Rien ne lui répondit. Il s'arrêta, épuisé. Les enfants, découragés, retournèrent auprès de la petite rivière. La fatigue aidant, ils s'endormirent. Quand ils se réveillèrent, la faim se mit à les tenailler cruellement. Ils n'avaient rien à manger. Tom estima que 3 jours avaient passé depuis leur disparition. Bientôt, une idée germa dans le cerveau du jeune garçon. Un couloir s'ouvrait non loin de là. Il estima qu'il valait encore mieux voir où il menait que de rester inactif. Il sortit une pelote de ficelle de sa poche, l'attacha à une pierre en saillie et, tirant Becky par la main, il avança en déroulant sa corde. Après une 20aine de mètres, le couloir se terminait brusquement dans le vide. Tom se remit à plat ventre et tâta le terrain autour de lui. Il eut l'impression que l'obstacle qu'il avait arrêté n'était pas infranchissable. Il s'avança avec précaution et contourna une roche. À ce moment, droit en face de lui, au détour d'une autre galerie, apparut une main d'homme brandissant une chandelle. Tom poussa une sorte de rugissement, et aussitôt le propriétaire de la main se montra tout entier. C'était Joe l'Indien. Tom en resta littéralement paralysé. Un instant plus tard, le pseudo-espagnol décampait, et Tom, soulagé, bénit le ciel que le bandit n'eût pas reconnu sa voix déformée par l'écho. Sinon, il n'eût pas manqué de le tuer pour avoir déposé contre lui au tribunal. Lorsque Tom se fut un peu remis de ses frayeurs, il rejoignit Becky et, sans lui souffler mot de sa découverte par crainte de l'alarmer, lui dit qu'il avait crié à tout hasard. Mais à la longue, la faim et l'accablement finirent par l'emporter sur la peur. Après une interminable attente, les enfants s'endormirent. Quand ils se réveillèrent, torturés par une faim atroce, Tom eut l'impression que Becky et lui étaient dans la grotte depuis près d'1 semaine et qu'il leur fallait désormais renoncer à tout espoir d'être secourus. Dès lors, peu lui importait d'affronter Joe l'Indien, et il proposa à sa compagne d'explorer un autre passage. Becky, épuisée, refusa. Elle avait sombré dans une sorte d'apathie dont rien ne pouvait la tirer. À l'entendre, la mort n'allait pas tarder, et elle l'attendrait là où elle était. Elle dit à Tom de partir tout seul faire ses recherches, mais elle le supplia de revenir bavarder avec elle de temps en temps, et lui fit promettre d'être auprès d'elle au moment fatal et de lui tenir la main jusqu'à ce que tout soit fini. Tom l'embrassa, la gorge serrée par l'émotion, et lui laissa croire qu'il avait l'espoir de trouver les sauveteurs, ou du moins une issue. Alors, rongé par la faim et le pressentiment d'une mort prochaine, il prit sa pelote de ficelle et s'engagea sur les mains et sur les genoux, dans un couloir qu'il n'avait pas encore exploré. Chapitre 33. La journée du mardi passa. Le village de Saint-Pétersbourg continuait à être plongé dans l'affliction. On n'avait pas retrouvé les enfants. Malgré les prières publiques, aucune nouvelle réconfortante n'était parvenue de la grotte. La plupart des sauveteurs avaient abandonné leurs recherches et s'étaient remis au travail, persuadés que les enfants étaient perdus à jamais. Madame Thatcher était très malade et délirait presque continuellement.
Les gens disaient que c'était atroce de l'entendre parler de son enfant, de la voir se dresser sur son séant, guetter le moindre bruit et retomber inerte. Tante Polly se laissait miner par le chagrin, et ses cheveux gris étaient devenus tout blancs. Le mardi soir, les villageois allèrent se coucher, tristes et mélancoliques. Au beau milieu de la nuit, les cloches sonnèrent à toute volée, et les rues s'emplirent de gens qui criaient à tue-tête « Levez-vous, levez-vous, on les a retrouvés !» Des instruments de musique improvisés ajoutèrent au vacarme, et bientôt la population entière s'en alla au-devant des enfants, assis dans une carriole, tirée par une douzaine d'hommes hurlant de joie. On entoura l'attelage, on lui fit escorte, on le ramena au village, où il s'engagea dans la rue principale, au milieu des clameurs et des vociférations. Saint-Pétersbourg était illuminé. Personne ne retourna se coucher. Jamais le village n'avait connu pareille nuit. Pendant plus d'une demi-heure, une véritable procession défila chez les Thatcher. Chacun voulait embrasser les rescapés, serrer la main de Madame Thatcher et dire une phrase gentille que l'émotion empêchait de passer. Le bonheur de tante Polly était complet, et celui de Madame Thatcher attendait pour l'être que le messager envoyé de toute urgence à la grotte eût annoncé l'heureuse nouvelle à son mari. Tom, allongé sur un sofa, racontait sa merveilleuse odyssée à un auditoire suspendu à ses lèvres, et ne se faisait pas faute d'embellir son récit. Pour finir, il expliqua comment il avait quitté Becky afin de tenter une dernière exploration. Il avait suivi un couloir, puis un second, et s'était risqué dans un troisième, bien qu'il fût au bout de sa pelote de ficelle. Il allait rebrousser chemin quand il avait aperçu une lueur qui ressemblait fort à la lumière du jour. Abandonnant sa corde, il s'était rapproché, et, passant la tête et les épaules dans un étroit orifice, il avait fini par voir le grand Mississippi rouler dans la vallée. Si cela s'était passé la nuit, il n'aurait pas aperçu cette lueur et n'aurait pas continué son exploration. Il était aussitôt retourné auprès de Becky, qui ne l'avait pas cru, persuadée qu'elle était que la mort allait répondre d'un moment à l'autre à son appel. À force d'insister, il avait réussi à la convaincre, et elle avait failli mourir de joie quand elle avait aperçu un pan de ciel bleu. Tom l'avait aidé à sortir du trou. Dehors, il s'était assis et avait sangloté de bonheur. Peu de temps après, ils avaient aperçu des hommes dans une barque et les avaient appelés. Les hommes les avaient pris à leur bord, mais s'étaient refusés à croire leur histoire fantastique parce qu'ils se trouvaient à une dizaine de kilomètres de l'endroit où se trouvait la grotte. Néanmoins, ils les avaient ramenés chez eux, leur avaient donné à manger, car ils mouraient de faim, et après leur avoir fait prendre un peu de repos, les avaient reconduits au village en pleine nuit. Au petit jour, le juge Thatcher et la moitié des sauveteurs qui étaient restés avec lui lui furent prévenus et hissés hors de la grotte à l'aide de cordes qu'ils avaient eu le soin de dérouler derrière eux. Tom et Becky devaient s'apercevoir qu'on ne passe pas impunément 3 jours et 3 nuits comme ceux qu'ils avaient passés. Ils restèrent au lit le mercredi et le jeudi. Tom se leva un peu ce jour-là et sortit le samedi. Becky ne quitta sa chambre que le dimanche, et encore avec la mine de quelqu'un qui relève d'une grave maladie. Tom apprit que Huck était très souffrant. Il alla le voir le vendredi, mais ne fut pas admis auprès de lui. Le samedi et le dimanche, il n'eut pas plus de succès. Le lundi et les jours qui suivirent, on le laissa s'asseoir au pied du lit de son ami, mais on lui défendit de raconter ses aventures et d'aborder des sujets susceptibles de fatiguer le malade. La veuve Douglas veilla elle-même à ce que la consigne fût observée. Tom apprit chez lui ce qui s'était passé sur la colline de Cardiff. Il apprit également qu'on avait retrouvé le corps de l'homme en haillons, tout près de l'embarcadère où il avait dû se noyer en voulant échapper aux poursuites. À une quinzaine de jours de là, Tom se rendit auprès de Huck, assez solide désormais pour aborder n'importe quel sujet de conversation. En chemin, il s'arrêta chez le juge Thatcher, afin de voir Becky. Le juge et quelques-uns de ses amis firent bavarder le jeune garçon. L'une des personnes présentes demanda à Tom d'un ton ironique s'il avait envie de retourner à la grotte. Tom répondit que cela lui serait bien égal. Alors le juge déclara « Il y en a sûrement d'autres qui ont envie d'y retourner, Tom, mais s'ils y vont, ils perdront leur temps. Nous avons pris nos précautions. Personne ne s'égarera plus jamais dans cette grotte. Pourquoi ? Parce que j'ai fait cadenasser et barricader l'énorme portail qui autrefois en interdisait l'entrée. Et j'ai les clés sur moi, ajouta M. Thatcher avec un sourire. Tom devint blanc comme un linge.
Qu'y a-t-il, mon garçon? Que quelqu'un aille vite lui chercher un verre d'eau. Le verre d'eau fut apporté, et le juge aspergea le visage de notre héros. Allons, ça va mieux maintenant? Qu'est-ce que tu as bien pu avoir, Tom? Oh, monsieur le juge, Joe l'Indien est dans la grotte.